Oui, mes gâtés! Aujourd'hui, on va aborder une histoire qui est assez connue, peut-être moins aujourd'hui, quoique les nouvelles générations ont pu découvrir cette histoire à travers Once Upon a Time in Hollywood, même si la fin n'est pas la vraie fin. Je préviens d'avance, il y aura des images assez choquantes de scènes de crime avec du sang, etc. Donc les personnes sensibles, je vous invite à passer ces images-là. Je préviendrai au moment où elles arriveront. Vous pourrez passer au chapitre d'après et il n'y aura pas de souci. C'est parti! Sharon Marie Tate, de son nom complet, est née le 24 janvier 1943 à Dallas, à 17h47 exactement. J'avoue, avec toutes ces informations, j'ai forcément eu envie de vérifier quel était son ascendant astrologique. Elle est Verseau ascendant Cancer. Regardez un peu le profil de ces personnes-là. On dit en général qu'ils sont assez rêveurs et idéalistes et vivent leur passion à fond en fait. C'est pour ça que c'est pas étonnant que ces personnes-là sont sujets à avoir des coups de foudre assez souvent. Et au final, quand j'ai fait des recherches sur Sharon Tate, je me suis vite rendu compte que c'est plutôt vrai en fait. Les parents de Sharon se rencontrent au lycée alors qu'ils ont 18-19 ans et ils se marient le 16 janvier 1942, presque un an avant la naissance de Sharon. Ils n'ont pas perdu de temps, les parents. Lorsqu'elle a 6 mois, elle participe à un concours de beauté, son tout premier concours de beauté, qui s'appelle le Miss Tiny Tot of Dallas Pageant. Elle gagne ce concours et remporte même un chèque de 50 $. Alors pour l'anecdote, c'est pas ses parents qui l'inscrivent, c'est sa grand-mère paternelle, Naini Tate, qui l'inscrit à l'insu de ses parents, mais visiblement ça a fait comme un déclic chez la mère de Sharon, qui par la suite décide de l'inscrire à de nombreux autres concours de beauté et de casting. L'enfance de Sharon est rythmée par de nombreux déménagements dus au métier de son père, Paul Tate, qui est militaire. La famille le suit à chacune de ses nouvelles affectations. C'est comme ça que lorsqu'elle a 9 ans, elle se retrouve à déménager dans la ville de Richland, dans l'état de Washington, où la famille reste quand même plusieurs années. Elle y passe même son lycée, et là, attention, on est dans le cliché le plus total de la fille populaire. Sharon fait partie de l'équipe de cheerleaders, de Twirling Baton. Bon, j'ai mis l'accent sur un mot et pas sur l'autre, mais c'est pas grave. Et elle fait même partie de l'équipe de basket. Et bien évidemment, elle n'est pas que belle et sportive, elle est intelligente, elle est dans les premières de sa classe. Et tellement elle est populaire, elle est élue Homecoming Queen de son lycée. Et par la suite, elle est élue Queen of Autorama, donc reine de la ville, juste après. Toutes ses expériences dans les concours de beauté, etc. lui ont donné envie en fait de devenir mannequin. Elle souhaite s'inscrire à Miss Washington, mais malheureusement au même moment, son père est promu capitaine et doit déménager à Vérone en Italie. Mais avant de partir, elle a quand même le temps de participer à un dernier concours qui lui permet de poser pour un magazine de la communauté militaire qui s'appelle Stars and Stripes, où elle fait la une, en plus de ça, du magazine, en posant en maillot de bain noir, chevauchant un missile de l'US Army avec un chapeau de cow-boy sur la tête. On peut pas faire plus dans le cliché américain. Born in the USA, hein. Cette photo fait d'elle une petite célébrité au niveau local, mais fait surtout transpirer ses parents qui se rendent réellement compte de la popularité de leur fille et de la beauté de leur fille, surtout vis-à-vis des jeunes garçons de l'époque. Donc son père est clairement en sueur, en PLS. Vous choisissez. Ouais. Son intérêt pour le cinéma se développe surtout en Italie. Elle prend l'habitude de se rendre sur des plateaux de tournage avec ses amis. Il y a beaucoup de films à l'époque qui ont été tournés en Italie et principalement dans la région où elle a vécu. Après le lycée, elle allait avec ses potes, ils regardaient les tournages et quelquefois ils arrivaient à apercevoir des stars, ils étaient contents. Ça aurait pu s'arrêter là, mais ça ne s'arrête pas là puisque elle se fait vite remarquer en fait. Lors d'un tournage, elle est sélectionnée comme figurante. Ils avaient besoin de tourner une scène dans une arène, ils avaient besoin d'une foule. Le réalisateur, au moment de revisionner les images pour faire le montage, il bloque sur le visage de Sharon et il dit attendez, je veux qu'on voit beaucoup plus cette fille à l'image parce qu'elle est super belle. C'est comme ça que petit à petit, elle se retrouve un peu à avoir un doigt de pied, on va dire, dans le monde du cinéma et qu'elle rencontre en plus de ça son petit ami Richard Byrne. J'ai bien dit le nom? Pas du tout Richard Byrne, et Richard Beymer, voilà. Lui aussi est américain. Il sera notamment l'une des raisons pour laquelle elle quitte l'Italie pour repartir vivre aux États-Unis et notamment à Los Angeles pour commencer sa carrière d'actrice. Elle commence par des rôles de figurante pour des publicités de cigarettes ou de voitures,
notamment pour la marque Chevrolet. Pour l'anecdote, sa première pub s'est assez mal passée puisqu'elle n'avait jamais fumé de sa vie et elle a dû fumer plusieurs cigarettes d'un coup. Elle en a carrément perdu connaissance lors du tournage. Elle a cru que c'était la fin de sa carrière d'actrice et finalement le destin en a décidé autrement. Petit à petit, elle a réussi à faire son chemin et passer de casting en casting jusqu'à tomber sur des grosses productions hollywoodiennes. Peu de temps après, elle quitte Richard Beymer et commence à fréquenter un coiffeur de star assez connu de l'époque, Jay Sebring. Mais cette relation ne durera pas non plus, car lors du tournage qui a lieu à Londres du Bal des Vampires, produit et réalisé par le groupe ou le j'ai nommé Roman Polanski et c'est dur de rester impartial vu ce qu'on sait par la suite. Il est déjà connu à l'époque pour être un homme à femme et ben ça va pas s'arranger avec le temps. Roman Polanski la trouve canon dès le départ. S'arrange pour se rapprocher un maximum de Sharon. Il va même faire en sorte que leurs deux chambres soient à côté l'une de l'autre. Pour mieux la pécho, j'imagine, j'en sais rien. Dans tous les cas, ça finit par marcher. D'ailleurs, lors de leur premier dîner en tête-à-tête, Sharon se confiera même à Polanski en lui confiant qu'elle a été par l'un des soldats lorsqu'elle avait 16 ans. Elle n'abordera plus cette histoire par la suite pour ne pas faire honte à son père. Elle finira par quitter Jay Sebring pour entamer une relation avec Polanski, mais cela n'empêchera pas Jay Sebring et Sharon Tate de rester très proches et rester amis. C'est important de noter ce point-là pour la suite de l'histoire. Dans leur début, le couple Polanski-Tate vit à Londres. Ils font partie de la jet set londonienne de l'époque. C'est un binôme assez en vogue. Ils se marient le 20 janvier 1968 à Londres. C'est un mariage assez original. Les serveuses sont habillées en lapin sexy, un peu playboy, à l'image de l'époque, j'ai envie de dire. Après leur mariage, ils partent vivre à Los Angeles. Leur vie est faite de soirées mondaines, d'apparitions publiques, voilà, d'extravagance. Ça va vite se retourner contre eux parce que des rumeurs vont naître. Cette vie mouvementée ne les a pas empêchés de vouloir construire une famille. C'est ainsi qu'ils apprennent en 1968 que Sharon est enceinte. Elle est ravie, elle est super heureuse, ça l'embellit encore plus. Lui, il a un peu plus de mal, on va dire, à digérer la nouvelle, mais finalement, il intègre l'idée qu'il va devenir père, parce qu'à l'époque, il n'avait pas encore eu d'enfant. Sharon, malgré qu'elle ait été quand même choyée par sa famille, elle regrette d'avoir eu à déménager autant et ne pas avoir eu un foyer permanent. Elle veut pas reproduire ce schéma-là avec son enfant. Elle demande à Roman Polanski de déménager, de trouver une maison dans laquelle ils pourront élever leur enfant de manière sereine et la plus normale possible. Because the only thing that I ever wanted was a home, family. Il décide alors de déménager dans une maison plus grande. C'est ainsi qu'il se trouve au 10 050 Cello Drive, Benedict Canyon, et je bug de ouf, un quartier de Los Angeles qui surplombe en fait la ville. C'est un quartier assez chic où pas mal de personnalités du cinéma résident. La maison dans laquelle ils emménagent a été construite en 1942 pour l'actrice Michelle Morgan, une actrice française, et a par la suite été habitée par Terry Melcher, un producteur de musique. Pareil, cette information est importante pour la suite. D'ailleurs, Sharon appellera la maison Love House. C'est mignon, mais quand tu sais la suite, ça tord un peu l'estomac. Durant l'année 1969, Sharon et Polanski sont en déplacement à Londres pour des tournages. Sharon y tournera d'ailleurs son dernier film, qui s'appelle 12+1. Une fois le tournage fini, elle décide de rentrer à Los Angeles pour y passer la fin de sa grossesse. Polanski, lui, restera à Londres pour terminer le montage de son film. La nuit du 8 au 9 août 1969, elle reçoit des amis chez elle, notamment son ex-petit copain Jay Sebring, avec qui, je le rappelle, ils sont restés en bons termes. Il est accompagné de Wojciech Frykowski et sa fiancée Abigail Folger. Quincy Jones et Steve McQueen étaient de base invités à la soirée, mais ont dû annuler pour je ne sais quelle raison. Je pense qu'après les événements que je vais vous raconter, ils ont dû bien remercier leurs anges gardiens. On va entrer dans le déroulé du meurtre. Encore une fois, je préviendrai lorsque les images super glauques vont arriver. Ce soir-là, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Linda Kasabian sont mandatés par Charles Manson pour se rendre, j'ouvre les guillemets, dans cette maison où vit Terry Melcher. Je ferme les guillemets. C'est le mec dont je vous ai parlé au début qui était producteur de musique et qui vivait dans la maison juste avant Sharon Tate et Roman Polanski. Et c'est pas tout, puisqu'il leur ordonne, j'ouvre de nouveau les guillemets, de détruire totalement tout le monde et aussi horriblement que possible. Je ferme les guillemets. Déjà, ça fait pitié. Ces 4 disciples s'exécutent sans trop se poser de questions, vu qu'ils étaient complètement maraboutés par le Charles Manson et leur gourou. Donc ils arrivent d'abord devant la maison et Tex Watson sort de la voiture pour couper les câbles d'arrivée téléphonique. Donc il grimpe sur un poteau, il coupe les câbles et il retourne dans la voiture pour la garer ensuite un peu plus bas dans la colline afin de ne pas se faire voir. Il remonte à pied pour se retrouver face au grillage. Pensant qu'il est électrifié, les 4 décident de grimper par-dessus un talus broussailleux. Après ça, il pénètre dans la propriété, il marche quelques mètres
et s'aperçoivent qu'une voiture plein phare allumé est en train d'arriver. Tex Watson ordonne au conducteur de s'arrêter. Donc la voiture s'arrête. Il s'agit de Steven Parent, un jeune étudiant de 18 ans, qui est venu rendre visite en fait à William Garretson, le gardien de la propriété qui vivait dans la maison d'hôte, pas très loin de la maison principale. Faut savoir que William Garretson n'entendra rien de ce qui se déroulera ce soir-là. Steven Parent sera la première victime des fous furieux envoyés par Manson. Il est d'abord agressé avec un couteau, puis achevé par 4 balles tirées par un revolver calibre 22. Les 4 intrus le laissent crever comme ça dans la voiture et se barrent. Traverse la pelouse, vérifie si l'une des fenêtres est ouverte mais aucune fenêtre n'est ouverte. Watson décide de briser une vitre, de pénétrer dans la maison et de faire entrer les autres filles par la porte d'entrée. Il en fera entrer que 2 puisqu'il demandera à la troisième, Linda Kasabian, de rester dehors pour faire le guet. Voilà, elle se rend jusqu'à la voiture de Steven Parent et attend. La meuf, elle est là, ils viennent de tuer un mec et elle attend à côté du corps du mec, comme ça. Rien qui la dérange plus que ça à ce moment-là. Dans la maison, pas un bruit. Visiblement, tout le monde dort, ils peuvent rentrer. Ils essayent de faire le minimum de bruit possible, mais en rentrant dans le salon, Watson murmure quelque chose à Susan Atkins, ce qui réveille Wojciech Frykowski, qui était en train de dormir dans le salon. Perturbé, il leur demande qui vous êtes. Et là, Tex Watson lui répond, j'ouvre de nouveau les guillemets, je suis le diable et je suis venu faire le travail du diable. Je ferme les guillemets. Je sais pas s'il avait fumé, mais c'était puissant. Pendant ce temps, Atkins et Krenwinkel se chargent de trouver les autres occupants de la maison et les obligent à rejoindre le salon, où se trouve Frykowski, ligoté et surveillé par Watson. Après avoir ligoté Sebring par la nuque, Watson s'occupe de Sharon Tate, la traîne par terre et la ligote à son tour. Choqué par la scène qui se déroule devant ses yeux et surtout par le traitement infligé à Sharon alors qu'elle est enceinte, Sebring tente de s'interposer mais se fait tirer dessus par Watson puis poignarder à 7 reprises. Abigail Folger, la petite amie de Frykowski, est quant à elle emmenée dans une des chambres où se trouve son sac à main, accompagnée par Krenwinkel, qui lui prendra $70. Alors qu'il est toujours ligoté, Frykowski a réussi à se libérer et se bat avec Susan Atkins. Il arrive à se frayer un chemin jusqu'au porche, pas très loin de la piscine. Il est finalement arrêté par Watson, qui le poignarde et qui lui tire dessus à 2 reprises. Au même moment, sa fiancée, Abigail Folger, réussit à s'échapper en profitant d'un instant d'inattention de Krenwinkel. Elle se fraye un chemin et sort par l'une des chambres qui donne un accès à la piscine. Elle se retrouve dans le jardin, elle est finalement rattrapée par Krenwinkel qui la poignarde et la plaque au sol. Entendant tout ce bruit, Watson décide de joindre Krenwinkel et finira le travail puisqu'il la poignardera à 28 reprises. Il finira aussi d'abattre Frykowski qui est toujours en train de gémir au sol. Au total, Frykowski aura reçu 51 coups de couteau. Si on parle pas d'acharnement, je sais pas ce que c'est en fait. Alertée par tout ce bruit, Linda Kasabian, celle qui est restée faire le guet devant la maison près de la voiture de Steven Parent, s'empresse de rejoindre les autres et tente d'arrêter le massacre en prétextant que quelqu'un est en train d'arriver, mais ça n'a aucun effet sur le groupe puisqu'ils décident de rentrer de nouveau dans la maison où se trouve toujours Sharon Tate. Imaginez un peu la scène. Sharon est ligotée, elle est seule, elle sait pas où se trouvent les ravisseurs et elle a le corps de son ami, ex-petite amie Jay Sebring, juste à côté en train d'agoniser. J'ose imaginer la scène. Lorsque le groupe la rejoint dans le salon, où elle se trouve toujours, elle les supplie de la laisser vivre suffisamment longtemps pour pouvoir accoucher de son enfant et épargner sa vie. Ces implorations sont inutiles puisqu'elle se fait insulter, elle se fait frapper, également tuer et elle recevra 16 coups de couteau. Après ce dernier massacre, Watson ordonne aux filles de laisser un message ou une trace de leur passage dans la maison. Il veut un truc un peu sorcier, un peu satanique. Les filles décident d'écrire Pig sur le devant de la porte d'entrée avec le sang de Sharon. Au total, dans cette maison, il y aura 5 victimes. Steven Parent, qui avait 18 ans et qui venait rendre visite à son ami. Abigail Folger, 25 ans, qui allait fêter 26 ans 2 jours plus tard. Sharon Tate, 26 ans, enceinte de 8 mois et demi, qui devait accoucher 3 semaines après le drame. Wojciech Frykowski, 32 ans. Et Jay Sebring, 35 ans. Sharon Tate sera enterrée le 13 août 1969, soit 4 jours après le drame, au cimetière Holy Cross de Culver City à Los Angeles. Elle sera enterrée avec son bébé à naître, que Polanski appellera Paul Richard Polanski. Pour beaucoup, les meurtres perpétrés ce soir-là sonnent la fin des années 60. Faut se remettre un peu dans le contexte du mouvement hippie de l'époque.
Flower Power, qui prône l'épanouissement personnel absolu, la liberté d'être, la liberté d'exister. Tout ça ouvre la porte à toutes sortes d'excès. Que ce soit la drogue à tout va, les amours libérés ou la vie en communauté qui fera naître au final des sectes. On peut dire que l'Amérique était complètement en roue libre à cette période-là. C'était... Dans tous les cas, Sharon Tate restera dans les mémoires. Pour certains, elle est considérée comme l'une des plus belles femmes de son époque, et pour d'autres, elle serait devenue une grande star de cinéma. Dans la deuxième partie, on se concentrera principalement sur l'enquête qui a mené à la découverte que la Manson Family était responsable de ce meurtre-là. Et on parlera aussi de Charles Manson qui, malheureusement, est encore très admiré de nos jours. Il aura même influencé certains des artistes actuels, en fait. Voilà. Sayonara!